Namur, en Belgique, située au confluent de la Sandre et de la Meuse, est depuis 1986 la capitale de la Wallonie. D'ici part l'un des nombreux chemins qui mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Comme les pèlerins, nous emprunterons ce chemin afin de regagner Reims et sa cathédrale. Nous passerons par les Ardennes belges et françaises pour arriver en Champagne. Un prétexte fait de rencontres et de lieux qui font tout le charme de ce long chemin de randonnée, appelé aussi le GR 654. On dit qu'à Namur, les gens sont lents. D'ailleurs, le symbole de la ville, c'est l'escargot. C'est sciemment que les Namurois l'ont choisi. Mais s'ils sont lents, disent-ils, c'est pour permettre aux autres de les suivre. On raconte même que c'est à Namur que l'on aurait inventé la frite. Nous prenons le départ. Et en flânant au hasard des rues du Vieux-Namur, on ressent une douceur de vivre chère aux Namurois. Au milieu des pavés, des coquilles Saint-Jacques, nous sommes sur le bon chemin. C'est sous le regard de la citadelle surplombant la ville que nous quittons Namur. Nos pas nous emmènent à Profondeville, au bord de la Meuse. Le but, d'abord, est de ne pas se perdre dans le dédale de petites rues de ce charmant village. Puis, derrière les montagnes de la Haute-Meuse, nous découvrons les jardins d'Annevoie, où l'eau de 3 sources jaillit sans aucune machinerie depuis plus de 250 ans. Un lieu magique très visité. François, grâce à la pureté de ses sources et à leur température constante, élève des truites arc-en-ciel. On peut même les pêcher dans l'étang. Il y en a toujours car François peut compter sur un stock de 6000 truites élevées dans ses bassins. Une fois la taille et le poids atteints, elles seront bonnes pour la table. Et ça, François le sait d'un seul coup d'œil. Alors ça, c'est le plus gros de mon travail. Trier le poisson. L'idéal, c'est que le poisson sorte d'ici, que ce soit pour le fumoir ou que ce soit pour la commercialisation, autour de 380 grammes. Voilà, ça c'est une truite qui fait à peu près 380 grammes. C'est du poisson à partir de l'éclosion qui a entre 14 et 17 mois. Ça a la longueur, mais c'est un peu trop maigre. Faut que ça regrossisse un peu. Et puis arrive l'heure du repas des truites. Elles sont nourries avec des granulés composés entre autres de farine de poisson, de blé et de maïs, ce qui n'a pas l'air de leur déplaire. Les truites qui sont dans ce bassin-là, c'est du poisson qui fait à partir de 1,5 kg jusqu'à 4 kg. La truite est un poisson à croissance continue. Donc aussi longtemps qu'elle va trouver à manger, elle va grossir. Une truite, ça peut vivre 30 ans quand même, 25-30 ans. Dans la nature, une truite de 10-11 kg, c'est relativement classique. La truite la plus grosse que j'ai mangée, 1,27 m, 16 kg. On a mangé à 18 dessus. C'est sur cette incroyable anecdote que nous reprenons notre chemin pour regagner la Meuse et Dinan. Cette petite ville, connue autrefois pour ses artisans habiles à travailler le cuivre et le laiton, a vu naître un personnage qui a marqué à jamais le monde de la musique, le créateur du saxophone, Adolphe Sax. Marc est l'initiateur de nombreux événements artistiques à Dinan, toujours autour du saxophone. En historien amateur, la vie de ce génie n'a pas de secret pour lui. Adolphe Sax, en fait, c'est le fils d'un facteur d'instruments qui est installé à Dinan, qui est un passionné évidemment de musique, qui invente, qui perfectionne. Et le gamin, il est dans l'atelier, donc sans arrêt, il essaye de donner un coup de main à son père. Il est manifestement doué, donc il va très vite devenir un excellent ouvrier et aussi très rapidement un inventeur. Ce gamin va donc perfectionner avec son père pas mal d'instruments.
Et le succès étant tel, ils vont hélas quitter Dinan, mais pour s'installer à Bruxelles où Adolphe Sax va finir par inventer une famille d'instruments, la famille notamment du saxophone. À cette époque, l'armée française décide de former des harmonies pour ses soldats qui s'ennuient aux frontières. Adolphe Sax remporte l'appel d'offres et fournit donc l'armée. Alors que la grande musique le boude, les soldats français seront les premiers à jouer avec ces saxophones. Donc les Américains reprennent l'idée en fait d'équiper leurs régiments qui sont là en bordure entre le nord et le sud au terme de la guerre de sécession. Ils équipent les régiments de musique et après un certain nombre d'années, on abandonne le matériel dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui, quand les Américains quittent les endroits, le stock américain. Et donc tout est mis en vente d'une manière assez bon marché. Et c'est là en fait que les Noirs américains, les inventeurs du jazz, mais qui est une musique d'abord chantée, c'est la voix qui domine dans cette musique particulière, qui vont découvrir cet instrument qui est reconnu comme le violoncelle, comme étant le plus proche de la voix humaine. Et donc ils vont se l'approprier, particulièrement le ténor, pour l'utiliser dans cette musique magnifique qu'est le jazz. Et grâce au jazz, le saxophone va finalement gagner l'Europe et conquérir l'Europe peu à peu. Et ce n'est que bien plus tard, finalement, que la musique classique va récupérer à nouveau cet instrument qui avait été pensé aussi pour elle. Nous prenons la direction de la maison de Monsieur Sax. Cette maison, qui a vu naître Adolphe Sax, est aujourd'hui ouverte au public, qui peut tout savoir des créations de ce génial inventeur. À Dinan, on travaillait beaucoup le cuivre. À Dinan, en Belgique, était connu pour les dinanderies et le cuivre. Et donc, on peut dire que l'instrument, vraiment le saxophone, est un instrument né à Dinan avec les matériaux de Dinan. On peut dire qu'Adolphe Sax a vraiment été celui qui a apporté beaucoup plus de justesse à tous les instruments avant, et notamment donc tous les bois. On ne peut pas dire qu'il ait beaucoup évolué. C'est vrai qu'il y a constamment des recherches chez les facteurs d'instruments, mais la conception acoustique est toujours la même. Il ne faut pas nécessairement beaucoup de souffle. Avec peu de souffle, on peut jouer le saxophone. Nous laissons Dinan et ses saxophones pour regagner un lieu classé patrimoine majeur de la Wallonie, le château de Frères. Situé sur la commune d'Astières, au fin fond des Ardennes belges, il n'est pas facile de s'y rendre, car la Meuse nous fait barrage. Pour éviter un détour de plusieurs kilomètres, nous faisons comme tous les marcheurs, nous rejoignons Volsor, un lieu de villégiature autrefois très prisé, et surtout son passeur d'eau, le dernier en fonction sur la Meuse. Pas besoin de l'appeler, dès qu'Axel vous voit sur la berge, il vient immédiatement. C'est un service gratuit, c'est mis à disposition par la commune. Au Juillet haute, oui, on peut faire 100-150 traversées par jour. C'est principalement des marcheurs. Pour le démarrer, c'est un peu dur. Une fois qu'il est bien démarré, ça va. Bon, comme je vous disais, maintenant, c'est quand vous commencez à en faire une centaine sur la journée, il n'y a pas de mal à s'endormir au soir. Merci. Avec plaisir. Nous voilà enfin au château de Frères, édifié au XIVe siècle, le plus beau monument historique de la Haute-Meuse. Cette magnifique demeure de style Renaissance, ancienne résidence d'été des ducs de Beaufort-Spontin, accueillit jadis des hôtes royaux. L'intérieur du château est raffiné et cosmopolite. Il a été meublé par les 20 générations qui y habitèrent jusqu'à ce jour. Un subtil mélange des genres, comme dans cette chapelle, avec ses boiseries Régence et son hôtel baroque. À l'extérieur, des jardins à la française, avec des orangers de plus de 300 ans, qui continuent de produire, sous la surveillance des bustes inspirés de figures de jeux de cartes. Surplombant ces jardins, un Trianon et 6 km de labyrinthe, tout cela dans un site naturel. Une visite dans un ensemble hors du temps. Le GR 654 nous emmène près de Nîmes. Doucement, le décor change. Nous sommes maintenant dans le parc naturel Viroin-Hermeton.
Là, nous découvrons un gouffre naturel fait de roches de calcaire, le Fonderie des Chiens, un endroit atypique. Ce plateau unique en Belgique attire de nombreux randonneurs et amoureux de la nature, car la biodiversité y est exceptionnelle. Camille, un agent du parc, est souvent là pour faire découvrir aux randonneurs cet îlot de nature préservé. Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'évidemment ici on est sur le calcaire, donc le massif calcaire, et en face c'est la forêt ardennaise, donc des roches siliceuses, du grès totalement différent. Donc c'est boisé, une forêt pratiquement formée de 80% de feuillus, tandis qu'ici c'est le calcaire, les pelouses calcicoles. Donc c'est le terme approprié dès qu'on est sur un substrat géologique calcaire. Le Fonderie des Chiens, en fait, c'est un paléogouffre. Donc c'est un gouffre qui s'est formé il y a très très longtemps, à l'ère tertiaire, et qui a été en fait rempli par des sédiments ferrugineux apportés par les mers chaudes de l'époque. Donc le trou était comblé. Et au moment où les civilisations sont apparues, notamment les Celtes, ces gens-là se sont rendus compte qu'en prélevant cette terre rouge, foncée, brun, dans des bas fourneaux, parvenaient à faire fondre et à obtenir du fer pour construire des armes et autres. Donc ils ont continué à exploiter toute la cavité, les Romains et toutes les autres civilisations qui ont suivi, et ça a perduré jusqu'au 19e siècle, où on a même poussé le luxe jusqu'à prélever les crayas, les résidus qu'on a trouvés, qui étaient exportés vers les usines de Charleroi pour encore récupérer quelques pourcents de fer. Si vous amenez un botaniste ici et vous le laissez un petit peu inventorier, vous allez directement obtenir un ensemble de plantes qui sont totalement typiques des espèces méditerranéennes ou subméditerranéennes. Donc c'est dû aux conditions particulières de la pelouse calcicole, son exposition, plein sud, un sol très, très faible, très pauvre, très peu d'eau et la chaleur évidemment en été qui tape sur le rocher calcaire constamment. C'est sous un soleil brûlant que nous quittons Camille et le plateau de calcaire pour retrouver notre sentier de randonnée. Direction le village d'Aulois-sur-Virouin, notre prochaine étape. Ici, une vieille spécialité venue d'Espagne et adaptée par la famille de Philippe depuis des dizaines d'années, fait le bonheur des marcheurs et des touristes de passage, l'escavèche. Alors l'escavèche, en fait, c'est une vieille méthode de conservation de poissons dans une sauce qui porte le nom d'escavèche, qui est une sauce donc à base de vinaigre, on mélange le vinaigre, un peu de vin blanc, de l'eau, de la farine, des épices, des oignons et du citron. C'est une méthode de conservation qui nous vient de l'occupation espagnole au XVIe et XVIIe siècle dans notre région. La matière première utilisée est des truites, ou alors ce que les gens appellent traditionnellement de l'anguille, mais qui est en fait de l'aiguillat, qui est simplement passé dans de la fécule de pommes de terre, cuit à la poêle. On va le laisser reposer toute une nuit en chambre froide. Le lendemain, on va préparer la sauce, donc, qui porte le nom d'escavèche. On va disposer des pots en grès sur les plans de travail, dans lesquels on va venir mettre 2 morceaux de poisson. On viendra verser la sauce bouillante sur le poisson froid. Les pots ainsi remplis repartiront en chambre froide, où là, avec le froid, l'escavèche va se figer. Et le 3e jour, on va simplement couler une couche de paraffine sur le pot, mettre une feuille d'aluminium et l'étiquette pour arriver au produit fini, comme vous voyez là. Grâce au grès et au vinaigre, l'escavèche peut facilement se conserver 3 à 4 mois. Et autre avantage, toutes les arêtes des poissons auront fondu. Le succès est tel que Philippe n'envisage même pas d'exporter son escavèche. Les Français préfèrent traverser la frontière, venir manger une escavèche frite et une bonne bière, et passer une journée en Belgique, quoi. Ça leur semble meilleur ici que plutôt que d'aller l'acheter chez eux, quoi. Nous quittons alors les Ardennes belges pour la France. Nous nous joignons à un groupe de randonneurs afin de visiter à seulement 3 km de la frontière belge le premier village sur notre route, Rocroi, un village étonnant de par sa construction en étoile. Édifié en 1555 sous le règne d'Henri II, Rocroi possède un urbanisme concentrique, des rues partant en rayon d'une place centrale, ceci pour permettre aux soldats de la garnison d'accéder le plus rapidement possible à leur poste. La légende veut que Vauban en soit l'architecte, mais les recherches démontrent qu'il a juste remanié la forteresse et construit les fortifications autour des remparts de terre. Il existe un autre village construit de la même manière, Palmanova, en Italie.
On dit que c'est Léonard de Vinci qui serait à l'origine du projet. Est-ce l'un de ses disciples qui aurait construit Rocroi? Le mystère demeure. Le village de Rocroi est aussi célèbre pour un autre fait, la bataille de Rocroi. En mai 1643, en pleine guerre de religion, appelée aussi guerre de 30 ans, le jeune duc d'Enghien et sa cavalerie surprennent les forces espagnoles qui marchent sur Paris. Déstabilisée, l'armée espagnole est contrainte à la retraite. On comptera 10 000 morts dans cet affrontement. Le trône du roi de France fut sauvé. Au musée de Rocroi, un diorama exceptionnel relate cette bataille. Plus de 2200 figurines nous donnent un aperçu de ce moment. Son créateur, c'est Denis, un sculpteur passionné d'histoire et de peinture. Enfant, il a toujours aimé jouer avec des petits soldats et devenu adulte, la passion toujours présente, c'est naturellement qu'il a décidé de créer les siens. Denis se définit comme un miniaturiste et l'on peut dire qu'il a un certain souci du détail. Aucun soldat n'est le même, tous sont différents. Chaque fois, c'est une sculpture différente. Les visages changent, les positions changent. À chaque fois, c'est une nouvelle figurine. Ils sont uniques. Là, c'est sur une gravure de Jacques Callot. Je prends toutes les différentes figurines, je les redessine, je les colle sur un morceau de résine et là, je viens les sculpter. Une fois que j'ai fini la sculpture, je passe à un autre stade, c'est le moulage. Donc je fais un moule en silicone à partir de la sculpture. Ensuite, on coule le métal et ensuite on a la figurine en métal. Reste plus qu'à peindre. Et là, Denis va prendre soin de respecter les couleurs des vêtements de l'époque. Sculpter une figurine nécessite 2 heures de travail. Et il en faudra des milliers à Denis pour créer une armée, ses décors ou ses scénettes qu'il affectionne. Des idées pour ses prochains travaux? Il n'en manque pas. J'ai beaucoup d'idées. J'ai beaucoup plus d'idées que de temps à pouvoir fournir. Nous revenons dans le monde grandeur nature et notre chemin de pèlerin nous emmène près du lac des Vieilles Forges. Entouré de forêts et de collines escarpées, le lac des Vieilles Forges ressemble à un véritable lac canadien. Il offre un havre de fraîcheur et de repos extraordinaire. Aussi appelé lac de Witteker, il représente la plus grande étendue d'eau des Ardennes françaises. Mais notre prochaine étape est plus loin, derrière les forêts. C'est le village de Signy-l'Abbaye. Là, dans son jardin, nous rencontrons un personnage pas commun, Frédéric, un agriculteur qui cultive ses légumes avec passion. Quel plaisir quoi, de voir pousser la plante. Moi, c'est mon bol d'oxygène, c'est mon moment de bonheur, mon moment de détente. On pourra peut-être passer par les animaux aussi après. Les animaux, ce sont ces moutons Texel de Hollande et ces belles vaches, des blondes d'Aquitaine. Mais avec Frédéric, comme le jardin, tout le monde ici est au régime bio. Tous ces produits sont destinés à la cuisine de son auberge, car Frédéric est aussi restaurateur. Cet ingénieur agronome tient aujourd'hui le restaurant familial qui existait déjà du temps de la Révolution. À l'auberge, changement de look. Frédéric a maintenant la tenue du restaurateur. Son plaisir, c'est quand ses clients apprécient la cuisine faite des produits de sa ferme. Même si le succès est là, Frédéric et sa femme Sophie ont encore beaucoup de projets. On envisage de développer un atelier porc, si ce n'est bio, au moins très écolo. On a commencé à travailler, à faire des viandes séchées depuis cette année, donc on aimerait bien aussi faire notre porc jusqu'au bout. C'est ce genre de challenge. Tous les ans, on se donne une petite limite. Il y a quelques années, on a passé les 2/3 de notre carte en vin bio. Ça a été assez facile et très très agréable. On a dégoté des producteurs, une relation directe. Enfin, c'est un autre métier
Le fait de vouloir travailler en proximité directement avec les producteurs, ça nous donne une autre vision du métier. Ça coûte un peu plus cher, c'est de la main-d'œuvre, mais justement, c'est bien, ça relocalise la main-d'œuvre. On fait travailler des gens du village qui sont ravis de venir travailler dans ce genre d'ambiance. Et pour nous, c'est agréable de travailler justement dans une ambiance de gens heureux de venir travailler chez vous, quoi. En cuisine, si l'équipe est jeune, les plats servis sont dignes de grands restaurants. Rémi, le cuisinier, nous livre une des recettes de l'auberge préparée avec les produits de la ferme. Aujourd'hui, on va préparer la noisette d'agneau lardée au coulis de fèves. Donc la noisette d'agneau, c'est le filet d'agneau qu'on a levé du train de côte qui est ici et du lard fumé. Donc l'agneau, il est de la ferme familiale et le lard fumé, c'est du lard Ardennes de France qu'on fume nous-mêmes en fait. Je vais couper 3 noisettes, d'environ 50-60 grammes chacune. Voilà. Avec le lard fumé maison, je l'enroule dedans. Le lard fumé, ça va donner, ça va saler la viande, ça va donner un petit goût fumé aussi à l'agneau. La cuisson de la noisette d'agneau. Donc, à l'huile d'olive, l'agneau toujours à l'huile d'olive. 2 minutes de chaque côté, on va la cuire rosée. Donc je vais préparer un petit tian de légumes, courgettes, tomates, un gâteau en cocotte, poireaux, oignons, champignons et un petit flanc de carottes au cumin. Donc là, c'est le coulis de fèves. Donc je mets la brochette de noisettes sur le coulis de fèves, de l'estragon et de la mélisse. Donc pareil, c'est les herbes qu'on a dans le jardin. Et puis un peu de paprika pour décorer le tour de l'assiette. Et voilà. Après cette belle recette, nous décidons de passer la nuit dans un lieu insolite. Dans le bois de Signy-l'Abbaye, sur le site du Chêne Perché, en haut des arbres, se dressent des cabanes. 4 cabanes différentes sont aménagées. On peut venir en couple ou en famille et même y passer la nuit. Un vrai rêve d'enfant. Sans électricité, éclairé à la lampe à huile, nous nous installons pour dormir immergés au milieu de la forêt. Dans ces cabanes sans volets, nous sommes réveillés par le jour qui se lève et les sons de la forêt. Comme nos voisins, nous aurons droit à un copieux petit déjeuner servi à domicile. La nuit a été paisible, car le confort de ces belles cabanes est sans reproche. Nous admirons de notre hauteur la campagne ardennaise, mais il est temps de reprendre la route. Nous quittons les Ardennes. À Fessaux, un sanglier d'acier, animal mythique, emblème des Ardennes, trône au milieu des champs. Cette sculpture réalisée par Éric Slésiac mesure près de 10 mètres de haut, 14 mètres de long et 5 mètres de large, 50 tonnes de métal, 6 tonnes de soudure et 11 ans de travail. C'est ce qu'il a fallu à son créateur pour le faire naître de son imagination. Encore un bout de chemin en Champagne pour rejoindre Reims, la cité des Sacres, qui est la fin de notre parcours. Si nous arrivons au terme de notre voyage, Compostelle est encore très loin pour les pèlerins qui s'y rendent. Nous rentrons dans la ville par le canal de l'Aisne à la Marne, emprunté par les péniches. C'est aussi un lieu de détente pour les Rémois. Sur le chemin de la cathédrale, une boutique rose attire notre attention. C'est là que nous trouvons le célèbre biscuit rose que l'on déguste ici avec une coupe de champagne, l'un des plus vieux biscuits de l'histoire culinaire. Il est toujours fabriqué à Reims et la recette est la même depuis sa création. C'est un boulanger, au XVIIe siècle, qui colora un gâteau avec du carmin pour en masquer les brins de vanille noire. Le mélange avec le blanc initial du gâteau le rendit rose et ce fut un succès. Le biscuit rose fut créé en 1690
et le champagne en 1770. Certains affirment avec humour que le champagne a été créé pour accompagner le biscuit rose. Nous voilà au terminus de notre chemin, devant la magnifique cathédrale. Notre-Dame de Reims a été construite au XIIIe siècle et il s'agit de l'une des réalisations majeures de l'art gothique en France, tant pour son architecture que pour sa statuaire qui, sous le regard de Jeanne d'Arc, ne compte pas moins de 2303 statues. Elle est inscrite à ce titre au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991. Presque tous les rois de France ont été sacrés ici, ce qui a valu à Reims un autre nom, la Cité des Sacres. Si la cathédrale est très prisée des touristes, on peut également voir des pèlerins faire tamponner leur carnet, la crédentiale attestant leur passage. Il nous reste maintenant plus qu'à admirer l'architecture intérieure de la cathédrale. La beauté des nombreux vitraux, dont certains créés par l'artiste Marc Chagall. Sa nef sous voûte de 38 mètres, et tant d'autres œuvres qui sont de véritables enchantements pour les yeux. Mais cela reste un lieu de prière et de recueillement. Et après notre long voyage, nous restons plusieurs minutes dans cette atmosphère apaisante pour nous ressourcer et penser surtout à nos prochaines aventures.